les premières années de la Seconde Guerre mondiale, la campagne en Norvège, les opérations en mer du Nord. Mais surtout, le chaudron méditerranéen en ébullition avait révélé à la fois les forces et les faiblesses de la stratégie anti-navire de l'Axe en Europe, du moins en ce qui concerne les attaques aériennes. Les gros bombardiers bimoteurs parcouraient de longues distances et transportaient de lourdes charges, mais le bombardement horizontal des navires était surtout une façon très violente et risquée de diminuer la population locale de poissons. Les bombardiers torpilleurs subissaient souvent de lourdes pertes, et lorsqu'ils étaient abattus, de nombreux hommes mouraient. Et bien que le Stuka soit plus précis, il restait tout de même assez vulnérable lorsqu'il s'approchait lentement à la courte distance nécessaire pour larguer sa charge, et il devenait encore plus vulnérable à mesure que diverses expérimentations l'équipaient de bombes de plus en plus improbablement grosses, ce qui avait parfois pour effet de réduire considérablement son rayon d'action, et forçant même à abandonner la défense, déjà discutable, du mitrailleur arrière. Ainsi, les Allemands avaient accéléré des programmes de développement qui, pour être honnête, étaient déjà en cours, cherchant un moyen de combiner la précision d'un système de largage guidé par l'homme à courte portée avec la sécurité de ne pas exposer réellement les pilotes et les avions à une telle proximité. Cela aboutirait, après l'échec de plusieurs autres programmes, à la production et au déploiement de deux types très différents d'armes anti-navires guidées, le Henschel HS-293 et le Roerstal SD-1400X, mieux connu sous le nom de Fritz X. Aujourd'hui, nous allons jeter un bref coup d'œil au développement, aux capacités et au déploiement de ces deux armes, et voir comment l'une d'elles a failli réussir à percer la carapace scénaristique du Warspite. Commençons par le HS-293. Quelques années avant la guerre, plusieurs entreprises avaient commencé à travailler sur ce qu'on appelait la bombe planante Schwarz. Cela avait échoué pour plusieurs raisons. En tant que planeur non motorisé, il était lent et donc assez vulnérable aux tirs anti-aériens. Le fait d'être plus petit qu'un véritable avion aidait un peu, mais il manquait aussi de toute forme d'agilité puisqu'il n'y avait qu'un pilote automatique rudimentaire conçu pour le maintenir sur une trajectoire droite qui était définie par l'équipage de lancement. C'était pratiquement son unique système de guidage. Il suivait une trajectoire lente et prévisible, impossible à modifier après lancement. Donc, si la visée du bombardier était mauvaise, ou si la cible, vous savez, tournait ou changeait de vitesse, alors la bombe ratait complètement sa cible. À ce stade, cela ne servait vraiment qu'à augmenter légèrement les chances de survie du bombardier. C'était aussi davantage un exercice technique pour créer le pilote automatique et définir le profil du planeur, car son aérodynamisme en termes de contrôle et de traînée était en réalité assez mauvais. Mais en 1940, le gouvernement allemand, par l'intermédiaire du RLM, a transféré le professeur Wagner chez Henschel après qu'il ait été licencié de chez Junkers. Non pas pour avoir composé de glorieux opéras, mais pour avoir un mode de travail et de recherche plutôt excentrique et apparemment aléatoire, ce qui faisait qu'il ratant sans cesse les échéances. Henschel avait déjà une équipe qui travaillait sur des missiles air-sol, et ils ont réussi, ensemble, à canaliser Wagner vers quelque chose qui ressemblait à une organisation du travail structuré en lui donnant l'un des prototypes abandonnés de Schwarz comme point de départ. Cela a rapidement conduit au développement du HS-293V1 qui a remplacé le gouvernail et la commande de profondeur du Schwarz par une dérive fixe. Et des surfaces de contrôle sous forme d'ailerons ont été montées à la place sur les ailes tout en améliorant de manière générale la forme du fuselage. Mais cela restait une bombe planante, simplement une version légèrement améliorée. Ceci a ensuite été encore perfectionné pour donner le V2 qui possédait un système de télécommande basique et a réellement été construit à l'échelle et testé, alors que le V1 n'avait été qu'un concept sur papier. Le V2 à son tour a conduit au V3 à l'échelle réelle, qui a été testé lors d'un lancement à une altitude de 1 km, mais la conclusion générale était que les problèmes de vitesse liés au fait d'être simplement une bombe planante non motorisée n'avaient pas été résolus. Sans moteur et avec des plateformes de lancement prévues qui étaient elles-mêmes relativement petites, il ne pouvait pas vraiment augmenter la taille ou le poids de l'engin. Et cela, à son tour, a suscité des inquiétudes quant à l'efficacité, puisque l'on pensait qu'une petite ogive heurtant doucement un navire n'accomplirait probablement pas grand-chose.
Mais avec l'arrivée prévue de bombardiers plus lourds, le HS-293A0 a été développé à la fin de 1940. Cela l'a transformé d'une simple bombe planante en une sorte de missile, puisqu'un moteur fusée Walter était fixé en dessous. Ce qui, bien sûr, lui donnait une vitesse nettement supérieure, une plus grande liberté de manœuvre et la capacité d'être largué à seulement 400 mètres d'altitude, tout en conservant le même profil de portée que la version purement planante, qui nécessitait 1000 mètres. Cela permettait aux bombardiers d'approcher plus discrètement. Bien que des problèmes initiaux avec le câblage et les premiers composants électroniques aient fait échouer les premiers essais, de façon plutôt spectaculaire, l'arrivée des prototypes de bombardiers lourds HE-177 en 1941 a permis de mener des essais concluants après la mise à niveau du système électrique, du moins quand les bombardiers ne prenaient pas feu tout seuls. Cela donna naissance au HS-293A1 qui, avec le A0, allait devenir le premier missile anti-navire produit en série, les essais se poursuivant même alors que les tout premiers missiles opérationnels étaient envoyés aux unités de première ligne. Le missile était en quelque sorte modulaire, avec la tête explosive, le récepteur radio, le moteur fusée et la fusée, tous fabriqués par des entreprises différentes, puis expédiés dans des caisses individuelles où ils pouvaient être assemblés avec le contenu d'une caisse beaucoup plus grande, qui était le principal produit de Henschel, comprenant le fuselage, l'aile, les surfaces de contrôle, le système de commande et de guidage, ainsi que les batteries. Cependant, plus tard, dans la production, le récepteur radio serait intégré directement au système de contrôle, réduisant ainsi le nombre de caisses à 4. Chacun de ces composants serait ensuite assemblé pour créer l'arme finale. Long d'un peu moins de 12 pieds et large d'environ 1,5 pied, le corps du missile servait principalement d'enveloppe à l'équipement de contrôle. Et une bombe SC-500, qui était une bombe de démolition de 500 kg composée d'une enveloppe métallique assez fine et d'un gros noyau explosif qui représentait environ 3/5 de la masse totale de la bombe, ce qui signifiait environ 295 kg d'explosifs dans une bombe de 500 kg au total. Les ailes mesuraient 10 pieds de large et toutes les surfaces de contrôle étaient rendues symétriques afin de faciliter le contrôle si le missile venait à se retourner. Pour faciliter la production de masse grâce à des composants de forme simple et régulière. Puisque la bombe contenait beaucoup d'explosifs et peu d'acier et que l'ensemble était équipé d'une fusée d'impact qui se déclenchait instantanément. On a estimé que cette arme serait plus efficace contre des navires marchands, des bâtiments auxiliaires, de petits navires de guerre comme les sloops, corvettes, destroyers et parfois contre des croiseurs légers. On a également constaté que les fusées éclairantes blanches d'origine, qui aidaient l'opérateur à voir où se trouvait le missile et où il allait, étaient un peu trop lumineuses à courte distance et, paradoxalement, devenaient assez difficiles à repérer à longue distance. On a constaté que les fusées éclairantes rouges fonctionnaient beaucoup mieux dans les deux cas, mais elles pouvaient amener à confondre le missile avec une traînée de projectiles traçants venant en sens inverse lorsqu'il s'éloignait de la plateforme de lancement. Cela, ainsi qu'un panache de fumée dense et inquiétant provenant des premières fusées éclairantes, qui révélaient le lancement et rendaient le repérage pour le contrôle initialement assez difficile, signifiait qu'il y aurait un effort constant pour trouver une solution optimale à ce problème tout au long de la carrière du missile. Une petite lumière alimentée électriquement était disponible, mais elle n'était pas assez puissante pour être repérée pendant la journée et ne pouvait donc être utilisée que dans des conditions de faible luminosité. Le poids total du HS-293 était presque exactement d'une tonne métrique après que le moteur fusée ait été ravitaillé en carburant. Comme c'était un moteur Walter qui utilisait du peroxyde d'hydrogène concentré pour produire de la vapeur à haute pression afin de fournir la poussée, plutôt qu'un moteur fusée plus traditionnel comme on pourrait l'imaginer normalement, il fournissait cette poussée pendant environ 10 secondes. Cependant, pour plusieurs raisons, le moteur s'est révélé peu fiable, surtout en altitude. Comme vous l'imaginez, les équipes au sol de la Luftwaffe n'appréciaient pas les incidents causés par un mauvais stockage du peroxyde d'hydrogène concentré. Finalement, la situation est devenue si problématique que 2 autres moteurs fusées ont été proposés comme concurrents pour le remplacer. Et quand vos options plus sûres et plus fiables incluent des mots comme acide nitrique fumant dans un cas, voyons maintenant ce qui arrive si on mélange du méthanol avec de l'oxygène pur et qu'on y met le feu dans l'autre cas. C'est finalement celle qu'ils ont choisie. Cela vous donne une idée de combien le moteur Walter embarqué était peu apprécié par ceux qui étaient en première ligne.
Cependant, il s'est avéré que le déploiement final de ces fusées alternatives est arrivé bien trop tard pour une utilisation opérationnelle, et c'est donc la HS-293 équipée du moteur Walter qui a réellement été impliquée dans toutes les opérations en temps de guerre. Les commandes du missile offraient 4 options en plus de simplement le laisser poursuivre sa trajectoire. Vous pouviez incliner à gauche, incliner à droite, cabrer ou piquer. Les commandes étant transmises par modulation de fréquence sur l'onde de contrôle radio, il fallait en donner une, puis passer à une autre pour ne pas perturber le système. Du moins au début. Lorsqu'aucune commande active n'était donnée, un pilote automatique gyroscopique, hérité du projet Schwartz, maintenait le missile sur son dernier cap commandé. Une option de contrôle alternative par guidage filaire était également disponible, avec une portée théorique basée sur la longueur du fil de 30 km, qui pouvait être installée si l'on pensait que le brouillage pouvait poser problème, même si, pour être honnête, personne n'a jamais lancé ces engins à une telle distance. Le missile était aussi limité par la combustion des fusées éclairantes d'environ 2 minutes, rendant ensuite difficile sa localisation par l'opérateur. Mais comme 2 minutes représentaient environ 3 à 4 fois la durée d'une attaque typique à partir du lancement, cette durée de combustion n'avait que rarement, voire jamais, un impact. Le lancement était toutefois un peu complexe. D'abord, le missile devait être chauffé pour optimiser la batterie et purgé avec de l'air chaud pour éviter la condensation, ce qui était très risqué avec du peroxyde concentré. Le reste du pilote automatique était ensuite activé, puis le missile pouvait être largué. Dans la plupart des avions, l'opérateur du missile se trouvait du côté droit de l'appareil et il fallait donc que le missile vole légèrement à gauche de la cible afin que l'opérateur puisse garder le missile en vue. Ou il pouvait tourner autour de la cible dans le sens horaire. Quelques dispositifs de sécurité intéressants étaient intégrés lors du lancement. Après le largage, le missile ne répondait à aucune commande pendant la première seconde. C'était pour éviter une collision lors des manœuvres avant la séparation complète. L'allumage de la fusée était également activé à distance et non automatiquement lors du largage, donc techniquement on pouvait larguer le missile comme une bombe planante, puis activer la fusée plus tard en vol, si on voulait vraiment être discret. Un ordinateur de visée de bombe standard de la Luftwaffe a été légèrement modifié, ce qui donnait à l'opérateur du missile un outil pour l'aider à viser, au-delà du simple fait de diriger une lumière vive approximativement vers la cible. Mais il fallait être prudent, car n'utiliser que les ailerons pouvait entraîner des changements de cap violents et parfois faire perdre le contrôle du missile. De plus, on a constaté que l'angle maximal de piqué était d'environ 45 degrés car, au-delà, le gyroscope qui contrôlait le pilote automatique se détachait de son support et le contrôle était à nouveau perdu. 3 bombardiers étaient considérés comme capables de transporter le HS-293 et ont effectivement été utilisés au combat, le Dornier 217, le HE-177 et le Focke-Wulf 200. Le HE-111 et plusieurs bombardiers expérimentaux pouvaient également transporter le missile, et le HE-111 a effectivement été utilisé lors de certains essais, mais il ne semble pas que ces autres appareils aient réellement été utilisés pour les déployer en première ligne. La première utilisation opérationnelle du HS-293 a eu lieu à la fin du mois d'août 1943 lorsque le 5e groupe d'escorte composé de 2 frégates, 3 corvettes et 2 sloops, un mélange de la Royal Navy et de la Marine royale canadienne, patrouillait au large de la côte nord-ouest de l'Espagne à la recherche de sous-marins allemands. 7 Junkers, 88 armés de bombes conventionnelles et une douzaine de Dornier 217 équipés de HS-293 furent envoyés pour s'occuper d'eux. Pensant d'abord à une importante attaque de bombardement en piqué ou à l'horizontale, les navires ont pris les mesures d'évitement appropriées. Mais le groupe de bombardiers a tourné autour d'eux plutôt sereinement. Les navires d'escorte se sont vite remis en formation, un peu déconcertés par ce comportement inhabituel. Puis, le sloop HMS Langward a repéré ce qui semblait être un petit avion traînant de la fumée se détacher de l'un des bombardiers et foncer droit sur eux. L'équipage a constaté que le relèvement relatif restait fixe, signe d'une trajectoire de collision. Cependant, presque à la dernière minute, pour des raisons totalement inconnues de tous, il a viré brusquement à tribord, est tombé du ciel et a explosé à environ 90 mètres de distance.
Un autre objet similaire est arrivé quelques minutes après, suivant une courbe douce et atterrissant à un peu plus de 30 mètres. 5 minutes plus tard, un autre objet s'est dirigé vers eux, et le capitaine de l'hangar, ayant supposé qu'il s'agissait d'une sorte de nouvelle arme qui semblait également se rapprocher de plus en plus à chaque tentative, s'est tourné vers le missile entrant pour présenter une cible plus petite. Cela a fait que le missile a dépassé sa cible, mais l'équipage a alors été horrifié de le voir faire demi-tour vers eux. Pour finalement être soulagé quand la brutalité du virage a causé un décrochage et un crash, encore une fois à environ 30 mètres, suivi d'une troisième explosion immense, alors que des éclats d'obus ricochaient sur le sloop. Non loin de là, le HMS Bideford, l'autre sloop du groupe, fut un peu moins chanceux, car une explosion fit un mort et plusieurs blessés. Bien que les sources divergent quant à savoir s'il s'agissait d'un coup qui a manqué le navire de très peu. Avec l'explosion et les éclats qui sont montés à bord du navire à grande vitesse et avec une énergie considérable, ou si le navire a réellement été touché physiquement, mais que la tête explosive du missile était défectueuse. Dans tous les cas, relativement peu de choses avaient été accomplies et les autres bombardiers se sont rapidement retirés. Quelques jours plus tard, cependant, le 27 août, les Allemands étaient de retour. Cette fois, 18 Dornier 217 se sont lancés à leur poursuite. Le premier groupe de soutien, composé des destroyers HMCS Athabascan ainsi que du HMS Jed, Rother et Grenville, tous commandés par le sloop Egret. 5 des bombardiers se sont dirigés vers la plus grande cible, l'Athabascan, qui a esquivé et zigzagué à travers les missiles entrants jusqu'à ce que finalement l'un d'eux atteigne sa cible. Certains rapports indiquent qu'il était peut-être encore propulsé par sa fusée. Si c'est le cas, cela s'est avéré être une erreur de calcul de la part des Allemands, car bien que l'impact ait été presque parfait, touchant la coque juste sous la passerelle, le missile a traversé le destroyer de part en part et a explosé peu après être ressorti de l'autre côté. Cela a gravement endommagé le navire, mais pas autant que si la bombe de démolition avait explosé à l'intérieur. Alors que l'Athabascan s'immobilisait en tentant de redémarrer ses chaudières, l'Egret fut attaquée par pas moins de 7 missiles. 5 sont tombés dans l'eau devant elle, le feu anti-aérien a abattu le 6e, mais le 7e l'a frappé près de la ligne de flottaison, explosant dans sa soute arrière et faisant exploser le navire, n'épargnant que 28 des 250 membres d'équipage. Le HMS Egret eut ainsi le triste honneur d'être le premier navire coulé par un missile anti-navire guidé. Malgré le grand trou dans sa coque, l'Athabascan, avec l'aide du Grenville, a réussi à maîtriser les incendies et à reprendre la mer. 2 autres missiles ont explosé à proximité, mais le nuage de fumée et de vapeur qui s'échappait du premier impact la rendait difficile à repérer, ce qui explique probablement les ratés, puisqu'à ce moment-là, elle était à l'arrêt. Elle regagnera le port, tandis que les derniers navires du premier groupe de soutien ont dû se replier, relâchant la pression sur les U-boots tentant de traverser le golfe de Gascogne. Le reste de l'année 1943 connaîtra des succès mitigés. Des Spitfire des forces françaises libres ont repoussé une attaque contre les navires alliés en abattant la majorité des bombardiers avant même qu'ils puissent lancer quoi que ce soit. Début novembre, une autre attaque contre un convoi très protégé a surtout impliqué des bombardiers torpilleurs, mais quelques Dornier 217 armés de missiles ont visé le destroyer. Le USS Tillman, qui a été forcé d'esquiver une série d'impacts de plus en plus rapprochés, a subi des dommages mineurs dus à l'explosion et aux éclats. À un moment donné, cela a mis hors service son système de contrôle de tir, mais cela a également forcé le navire à quitter sa position. Une brèche dans les défenses exploitée par les bombardiers torpilleurs pour couler un destroyer et 2 transports. Un succès plus marqué a été obtenu dans les îles du Dodécanèse, où la mauvaise coordination alliée a laissé à la Luftwaffe la supériorité aérienne. Bien que 2 destroyers aient été coulés assez tôt dans la campagne, ces pertes sont aujourd'hui généralement attribuées au Ju-88 de Junkers, mais certaines sources affirment encore qu'un trio de Dornier 217 armés de HS 293 en sont responsables. Plus certains, un peu plus tard dans la campagne, furent les dégâts fatals infligés au HMS Dulverton et les dommages irréparables subis par le HMS Rockwood, tous deux étant définitivement attribués au HS 293. Petite note amusante. Le Rockwood a été touché dans sa chambre froide à viande, ce qui a laissé les équipes de contrôle des avaries très perplexes. Au début,
puisque, bien sûr, cela signifiait que le site de l'impact ressemblait à un véritable massacre, malgré le fait qu'ils aient confirmé qu'un seul homme avait réellement été tué. En octobre, 20 Heinkel 177 ont réussi à faire ce que 30 sous-marins n'avaient pas réussi et ont partiellement percé les défenses du convoi combiné L-139-MKS-30. Bien que plusieurs missiles aient mal fonctionné et que le petit vapeur Marsa ait d'une manière ou d'une autre réussi à faire mieux que le record de l'Athabascan en esquivant pas moins de 8 missiles, un autre missile l'a touché à la ligne de flottaison et elle a finalement coulé, ne perdant qu'un seul membre d'équipage. Un autre cargo a été touché, mais a réussi à regagner le port. Ce n'était pas une performance brillante, mais c'était plus rentable que la tactique de la meute, puisqu'ils avaient réussi à couler quelque chose, même si un des H-177, comme prévu, a soudainement pris feu. Le manque de succès plus important contre le convoi a été attribué en partie aux défenses anti-aériennes du convoi, notamment le Prince Robert, un cargo devenu croiseur auxiliaire, généreusement équipé de canons anti-aériens de 4 pouces, et, chose étonnante, un Liberator du Coastal Command, qui avait aidé à repousser les U-Boots. Mais en apercevant les I-177 chargés chacun d'une paire de HS-293, ils se rendirent compte qu'ils avaient trouvé la seule chose dans le ciel qui était peut-être encore moins agile qu'eux. Le pilote du Liberator a laissé ses pensées intrusives prendre le dessus, et le gros bombardier a décidé de se prendre pour le chasseur le moins crédible du monde, poursuivant et engageant pas moins de 4 I-177 l'un après l'autre, les forçant à larguer leurs missiles et à rompre le combat. 2 bombardiers allemands, sous la pression du combat, ont rejoint leurs camarades précédents en prenant feu à leur tour. Une autre attaque contre le convoi KMF-26 a coulé un navire de transport de troupes, mais au prix de 6 avions, 3 abattus par les chasseurs d'escorte et 3 autres qui se sont écrasés à l'atterrissage. Ce qui a forcé les groupes de bombardiers, quelque peu diminués, à tenter des attaques de nuit pendant un certain temps, l'idée étant que certains bombardiers largueraient des fusées éclairantes pour donner aux autres un point de visée. C'était plus sûr, mais ce fut également relativement infructueux en raison de problèmes de coordination entre le largage des fusées éclairantes et les tirs de missiles. Certains des comportements étranges des missiles à ce stade des opérations, bien avant les efforts de brouillage alliés, pourraient avoir été dus au sabotage. Les usines Henschel utilisaient largement le travail forcé, et ces travailleurs n'étaient évidemment pas enthousiastes. Et plus tard, des enquêtes ont révélé que quelqu'un possédant des connaissances en électricité avait intelligemment saboté un certain nombre de missiles qui ont été examinés. Ce qu'ils avaient fait, c'était de couper un fil de contrôle du système de guidage, puis d'enrouler les 2 extrémités du fil l'une autour de l'autre. Cela signifiait qu'au test au sol, le circuit était complet et le missile fonctionnait normalement. Mais en vol, soit à cause des vibrations de l'avion, soit à cause des vibrations dues à l'accélération du missile, le fil finissait par se détacher et alors le système de guidage tombait bien sûr soudainement en panne, parfois de façon spectaculaire. Diverses contre-mesures alliées ont également été adoptées. Si un navire pouvait manœuvrer lors d'une attaque de HS-293, il devait se tourner vers l'attaque, offrant une cible plus petite et plus difficile à atteindre. Les canons anti-aériens recevaient l'ordre de tirer sur les missiles dès leur lancement, au lieu de continuer à viser les plateformes de lancement. Bien que le HS-293 soit petit et relativement rapide, il avait également tendance à esquiver un peu moins bien qu'un avion piloté. Diverses tentatives de brouillage ont également été essayées en diffusant simplement très fort sur plusieurs fréquences à pleine puissance. Cependant, le nombre de fréquences disponibles pour le contrôle du missile rendait inefficace de deviner au hasard laquelle brouiller, même si vous parveniez à envoyer un brouillage continu sur cette fréquence. Parce que les commandes recherchaient un changement de modulation plutôt que des instructions codées spécifiques. Tant que le signal n'était pas trop puissant, vous pouviez toujours contrôler le missile. Ici, cependant, il y a beaucoup de contradictions dans les sources primaires. Beaucoup de sources alliées estimaient leur brouillage efficace, alors que la plupart des sources allemandes n'étaient pas d'accord. Il y a, bien sûr, le célèbre exemple souvent cité des rasoirs électriques qui, d'une manière ou d'une autre, auraient constitué un bouclier efficace. Mais en y regardant de plus près, bien que ces récits soient fondés sur la réalité et apparaissent dans de nombreux rapports, il semble que la clé de cette astuce n'était pas que tout le monde reste debout sur le pont à agiter un rasoir électrique en marche comme lors d'un concert de rock particulièrement militant,
mais plutôt d'utiliser le moteur oscillant non blindé et le champ électromagnétique variable qu'il produisait, comme c'était le cas avec les rasoirs typiques des années 1940, comme source de bruit électrique aléatoire et multifréquence que les émetteurs du navire pouvaient ensuite diffuser, ce qui était plus efficace pour couvrir une plus grande partie du spectre électronique avec du bruit aléatoire. Du moins, c'est ce que suggèrent certains rapports du navire. Des efforts de brouillage plus efficaces, une défense anti-aérienne et une couverture de chasseurs renforcés associés à l'affaiblissement des bombardiers allemands ont fait des débarquements alliés en Sicile et en Italie la dernière occurrence. Un succès significatif serait obtenu avec le HS-293, plusieurs navires de transport et quelques navires de guerre étant touchés, bien que cela ait coûté très cher aux bombardiers concernés. Le plus grand navire de guerre coulé serait le croiseur léger de classe Dido, le HMS Spartan, qui fut touché dans ses chaufferies au large d'Anzio, le principal théâtre d'opération du HS-293. La dernière attaque réussie du HS-293 de la guerre, avec une valeur limitée, eut lieu à la fin juillet 1944 lorsque la frégate NCSM Matane, ou peut-être Matane, fut touchée par un missile qui traversa la superstructure arrière et explosa dans l'eau à côté. Bien que endommagée, la Matane fut remorquée jusqu'au port, avec 4 membres d'équipage tués. À ce stade, les avancées alliées en France prenaient plus d'importance pour le haut commandement allemand que les actions alliées en mer. Et quelques semaines après l'attaque contre la Matane, on assiste à la première utilisation enregistrée des HS-293 contre des cibles terrestres. Cela impliquait une attaque contre un pont qui, s'il s'effondrait, freinerait l'avancée alliée hors de la presqu'île du Cotentin. L'attaque a vu quelques bombes tomber tout près de la cible, mais a été fortement perturbée lorsqu'un Mosquito doté de radar est apparu et a attaqué les bombardiers, bien qu'ils opérèrent de nuit. Comme la production du Dornier 217 avait pris fin en 1944, les Heinkel 177 s'étaient en grande partie retirés du service par attrition et la force des Focke-Wulf 200, jamais très nombreuses, était pratiquement épuisée. Les attaques avec les HS-293 sont devenues de plus en plus sporadiques, souvent intégrées dans des unités composites. Cela incluait également des bombardiers classiques et les bombardiers combinés Mistel. Avec la dernière utilisation connue du missile lors d'une attaque qui a réussi à détruire quelques ponts sur l'Oder en avril 1945, cela nous amène à l'autre bombe guidée, la Ruhrstahl SD-1400X ou Fritz X pour faire court. Comme la HS-293, la Fritz X trouve techniquement ses origines dans des programmes d'avant-guerre, dans ce cas précis, diverses expériences menées en 1938 qui consistaient à fixer des surfaces de contrôle basiques à la queue d'une bombe de 250 kg. Ce système semblait fonctionner relativement bien, permettant un largage à haute altitude, puis le bombardier ajustait la trajectoire de la bombe pendant sa chute. En 1940, ce projet suscitait déjà suffisamment d'intérêt. Assez d'irritation face à l'inefficacité du bombardement en palier contre les navires a poussé les Allemands à adopter le guidage, mais pour l'installer sur une arme beaucoup plus grande, à la fois pour une efficacité accrue contre les cibles blindées et aussi parce que la complexité de la technologie et l'effort requis pour produire chaque arme nécessitaient le rendement le plus élevé possible à chaque largage. À cette fin, la bombe perforante PC-1400 a été choisie. Il s'agissait d'une bombe anti-blindage lourde de 1,4 tonnes, soit 3100 livres, qui ne pouvait être transportée que par de gros bombardiers multimoteurs. Oui, quelqu'un a tenté d'en accrocher une sous un Stuka, et cela s'est mal fini. Plusieurs modifications ont été faites à la bombe. Pour augmenter la vitesse de chute, un nez plus profilé a été installé, 4 ailerons stabilisateurs fixes ont été ajoutés autour du corps et la queue d'origine a été complètement retirée et remplacée par un cylindre effilé dans lequel était stocké le système de contrôle et l'équipement radio. Et un gouvernail caréné beaucoup plus grand ainsi qu'une profondeur ont été placés tout à l'arrière, qui seraient les seuls éléments mobiles externes car les surfaces de contrôle se trouvaient sur la profondeur et le gouvernail. Comme pour la HS-293, il y avait 4 commandes de contrôle, mais comme il s'agissait autrement d'une bombe en chute libre, les ailerons fixes offraient plus de stabilité que de portance, même s'ils permettaient un minimum de performance en vol plané, du moins au début. Les commandes étaient simplement haut, bas, gauche et droite. Les premiers essais, commencés au début de 1942, ont révélé certains facteurs assez prévisibles. Une altitude de largage minimale de 4000 mètres pour ajuster la trajectoire de la bombe.
le besoin, peu surprenant, d'un temps clair pour pouvoir la suivre jusqu'au sol et d'autres éléments de ce genre. Mais aussi la nouvelle que les concepteurs avaient en fait trop bien réussi leur travail avec l'amélioration de l'aérodynamisme. La bombe tombait si vite que les bombardiers peinaient à la suivre et les commandes se bloquaient souvent une fois la vitesse terminale atteinte. Un petit aérofrein a donc dû être ajouté à la queue, ce qui ralentissait la bombe juste assez pour qu'elle soit contrôlable et repérable, avec une fusée éclairante ajoutée à la queue pour faciliter le suivi. L'ensemble de l'arme pesait désormais un peu moins de 1,6 tonnes, soit un peu moins de 3500 livres, et les premiers essais ont réussi à atteindre un taux de réussite de juste au-dessus de 50% contre une cible en forme de cuirassé en moins d'un mois. Le taux de réussite augmentait en fait encore davantage si l'on approchait le navire par l'avant ou l'arrière plutôt que de côté. Les surfaces de contrôle, ou plus exactement les aérofreins qui étaient remontés sur les ailerons, étaient au nombre de 6. 2 verticaux et 2 horizontaux qui servaient au guidage et une autre paire montée sur les ailerons horizontaux. L'autre paire, actionnée par le gyroscope de bord, servait principalement à empêcher la bombe de rouler. Comme pour le HS-293, il existait une option de guidage par fil, celle-ci avec seulement 8 km de fil, et elle pouvait être installée si l'on pensait que le brouillage pouvait poser problème. Étant principalement une bombe à gravité, l'avion lanceur devait être bien plus près qu'un avion lançant une HS-293, mais il pouvait voler, et en fait devait voler, à une altitude un peu plus élevée. Inversement, il devait aussi voler plus lentement. Le bombardier devait en fait ralentir considérablement après avoir largué la bombe afin de ne pas dépasser la cible, car cela ferait perdre au bombardier la vue sur la bombe dans les derniers instants cruciaux de l'approche. On a constaté qu'une montée douce après le largage réduisait assez vite la vitesse tout en gagnant un peu d'altitude pour la sécurité. Le largage devait tout de même être à peu près sur la cible et non simplement largué n'importe où, car la distance maximale de redirection de la bombe était d'environ 500 mètres vers l'avant ou l'arrière et d'environ 175 mètres de chaque côté. Un appareil photo spécial était relié au système de largage et monté sur l'avion lanceur, prenant des photos de la bombe à intervalles réguliers pendant sa descente pour une évaluation ultérieure. En mars 1943, les tests finaux avaient été achevés et les bombes commencèrent à être expédiées aux unités de première ligne. Celle-ci arrivait dans une grande caisse particulièrement lourde, avec le corps, les ailerons et le contrôleur radio démontés et rangés dans des boîtes séparées à l'intérieur, ce qui nécessitait donc un certain assemblage. Comme pour le HS-293, la plateforme de lancement privilégiée était le Dornier 217, en particulier la variante K2 à haute altitude, qui possédait également un poste de bombardier plus spacieux à l'avant. Théoriquement, l'appareil pouvait transporter 2 bombes, mais le surpoids et la traînée supplémentaire étaient tels qu'en conditions opérationnelles, il volait généralement avec une bombe et un réservoir de carburant sur l'autre pylône. Les premières attaques furent lancées en août 1943, visant les ports siciliens capturés par les Alliés. Ces premières attaques, sans dégâts, n'ont pas alerté les Alliés qui croyaient à de simples bombes ordinaires, ignorant qu'il s'agissait de bombes guidées. Mais au début du mois de septembre, l'armistice italien a vu les 3 cuirassés de la classe Littorio, ainsi que 6 croiseurs et 8 destroyers, prendre la mer pour tenter de rejoindre d'autres unités de la Regia Marina, tous en route vers Malte. Sans porte-avions, les forces aériennes alliées, occupées à soutenir les débarquements, n'ont pas réellement assuré la couverture aérienne promise. Et les aérodromes de la Regia Aeronautica, soit mis hors service, soit en train d'être envahis par les troupes allemandes, la flotte se retrouva ainsi sans aucune couverture aérienne. Avertis des mouvements de la flotte grâce au décryptage des codes, les Dornier 217 du Kampfgeschwader 100 se sont précipités pour les poursuivre. Voyant 5 bombardiers allemands arriver à haute altitude, et comme les Italiens n'avaient pas été informés de cette nouvelle arme, la formation de la Regia Marina accéléra et se prépara à effectuer des manœuvres d'évitement. Mais un petit contingent de bombardiers en vol horizontal à 6000 mètres n'était pas considéré comme un problème insurmontable, même sans couverture aérienne, étant donné l'imprécision générale de ce type d'attaque. Et en effet, bien que les explosions aient été spectaculaires, la première vague de bombes a soulevé beaucoup d'eau et pas grand-chose d'autre. Malheureusement, comme chacun prenait ses propres mesures d'évitement, il devenait beaucoup plus difficile de coordonner les tirs anti-aériens croisés, car la formation de la flotte commençait à se disloquer.
Et bientôt, le navire amiral Roma a été touché par un Fritz X de la deuxième vague de bombardiers, ce qui l'a paralysé. Et alors qu'elle ralentissait, un autre Fritz X l'a frappé, ce qui a aggravé la situation en faisant exploser partiellement l'une des soutes à munitions principales avant, en plus d'autres dégâts. Cependant, même lors de ce premier engagement réussi, le Fritz X s'était révélé presque trop efficace. Bien que paralysant, le premier impact semble avoir simplement traversé le Roma, explosant sous l'eau plutôt qu'à l'intérieur. L'Italia, anciennement le Littorio, a également été touché, bien qu'il reste un désaccord entre les récits pour savoir s'il s'agissait d'un impact suivi d'une explosion proche ou de deux impacts distincts. Dans tous les cas, ici aussi, les deux Fritz X ont surpassé les attentes. Avec les deux impacts situés près des extrémités du navire, la bombe ou les bombes ont simplement traversé le navire pour finir dans la mer et exploser à une certaine distance sous l'eau, ce qui a permis à l'Italia endommagée d'atteindre Malte. Fort de ce succès, le Kampfgeschwader 100 a rapidement trouvé des cibles idéales lorsque les flottes alliées sont apparues au large de Salerne. L'USS Philadelphia serait le premier à être endommagé par une explosion proche lors de cette campagne. Non loin de là, le croiseur USS Savannah attendait un ordre de bombardement côtier lorsque son navire jumeau a été endommagé. La Savannah a accéléré, mais a vite été touchée aussi. Cette fois, c'est encore l'emplacement précis de l'impact qui l'a sauvé, mais d'une manière opposée à l'Italia. Cet impact, contrairement à ceux sur l'Italia qui avaient traversé directement le blindage léger, a frappé en plein sur le toit de la tourelle 3. Comme le toit était blindé, cela a bien sûr immédiatement déclenché la fusée tout en ralentissant un peu la bombe, ce qui fait que lorsqu'elle a explosé, elle l'a fait dans la salle de manutention inférieure de la tourelle. Ce n'était pas idéal. L'explosion a tué tout le monde dans la tourelle, ainsi qu'une équipe entière de contrôle des avaries qui se trouvait à proximité, et des fumées toxiques ont atteint la plupart des personnes dans la tourelle adjacente, mais la bombe a explosé relativement haut dans le navire au lieu de profondément dans sa coque. Cela ne veut pas dire que tout allait bien, cependant. L'explosion et les éclats ont traversé le navire de haut en bas, déchirant un trou dans le fond du navire au niveau de la quille et ouvrant une fissure sur son flanc bâbord. Les feux des chaudières ont également été soufflés et elle s'est retrouvée brièvement sans électricité jusqu'à ce que les équipes des chaudières relancent le système. Les équipes de contrôle des avaries se sont précipitées pour isoler les voies d'eau et elle a tout juste réussi à maîtriser le niveau de l'eau. Le courant rétabli, elle a rejoint difficilement Malte et sera indisponible environ un an. 3 jours après, ce fut le HMS Uganda avec une scène similaire à l'Italia. Un impact direct traversa le navire et explosa sous la quille. Le croiseur a été paralysé et il faudrait encore environ un an pour le réparer, mais il a survécu. D'autres attaques n'ont réussi qu'à provoquer plusieurs dégâts par des explosions proches, et la seule autre perte pendant quelques jours fut le SS Bushrod Washington, un Liberty Ship rempli d'essence qui, de façon assez prévisible, a brûlé jusqu'à la ligne de flottaison après avoir été touché. Mais ensuite, le 15 septembre, le HMS Warspite avançait à 10 nœuds, la vitesse maximale possible dans ces mers encombrées. Au large des plages, en route pour une mission de bombardement côtier, elle a été prise d'assaut par une douzaine de chasseurs bombardiers FW-190. Cette attaque n'a pas causé de gros dégâts, mais elle a servi de diversion. Car lorsque les vigies ont de nouveau scruté l'espace aérien au-delà des FW-190, alors que les FW-190 se retiraient, ils ont aperçu ce qu'ils pensaient être 3 avions au-dessus d'eux. En réalité, il s'agissait d'un trio de Fritz X en train de descendre, ayant été largués dans une formation presque parfaite, comme lors d'un exercice. Depuis, les canons anti-aériens du Warspite n'avaient pas ouvert le feu sur les bombardiers. Et à ce moment-là, ils étaient déjà en train de passer sous les 6000 pieds et accéléraient en descendant. Le capitaine du Warspite se rappellera plus tard qu'il n'y avait que 7 à 10 secondes entre la détection des bombes et leur impact, ce qui était insuffisant pour un navire. À 10 nœuds, ou d'ailleurs à presque n'importe quelle vitesse, il n'y avait rien d'autre à faire que de se préparer à l'impact. Une bombe a raté sa cible, une autre a explosé tout près, ce qui a ouvert les bulges anti-torpilles à tribord, mais la dernière est tombée près de la cheminée, traversant tous les ponts et toutes les plaques de blindage sur son passage, et a explosé dans la salle des chaudières numéro 4, ouvrant un grand trou dans la coque du navire. Pour la première fois depuis le coup fatal porté au Roma, la bombe avait parfaitement fonctionné comme prévu. L'attaque n'a tué que 9 personnes et blessé 14, et le trou de 6 mètres dans la coque a vite éteint tout incendie risquant d'atteindre les soutes à munitions.
C'étaient des dégâts qui auraient coulé presque n'importe quel navire. En effet, à juste titre, cela aurait dû la couler. Mais il s'agissait du Warspite, et après être restée immobile sur l'eau pendant un moment, elle s'est ressaisie, a rétabli une partie de sa puissance, puis a été prise en remorque vers Malte, survivant de justesse, et, eh bien, le remorquage est toute une histoire en soi. Après cela, l'augmentation de la couverture aérienne alliée a rendu toute attaque supplémentaire vaine. La pauvre vieille Philadelphie a signalé un troisième quasi-coup au but le 18, mais ensuite, ce fut tout pour ses débarquements. Le Kampfgeschwader St serait cependant bientôt de retour en action lorsque les débarquements à Anzio commencèrent, et là, le destroyer HMS Janus eut sa proue complètement arrachée. Mais dans l'esprit du HMS Esquimau, elle déclara que ce n'était qu'une simple égratignure et repartit par ses propres moyens sans avoir subi de pertes, puis récupéra une nouvelle proue à Gibraltar. Plusieurs navires furent touchés, certains endommagés et d'autres, notamment les Liberty Ships chargés, perdus. Les Alliés utilisèrent des brouilleurs, des écrans de fumée, des équipes de contrôle de chasse avancées et des unités d'interception radio. Dans une certaine mesure, ces mesures ont perturbé d'autres attaques. Ce n'était pas un succès total, un navire de munitions partiellement déchargé a été touché avec des résultats assez prévisibles, mais les pertes parmi les avions du KG-1 s'accumulaient et l'unité a dû être retirée pour se reconstituer. Il a été brièvement envisagé de redéployer une partie de l'unité contre les convois de l'Arctique, moins bien défendus, mais toute leur cargaison de Fritz X a disparu durant le transit vers la Norvège. Au printemps 1944, il a été décidé d'essayer d'utiliser les armes contre des navires dans les ports alliés en menant des attaques de nuit. Cela comprenait un raid sur Plymouth qui visait le cuirassé King George V. Les avions chargés de larguer les fusées éclairantes sont arrivés en retard, et quand la zone fut éclairée, les pilotes de la Luftwaffe ont signalé une brume basse. Cela signifiait qu'ils ne pouvaient en fait pas voir le cuirassé du tout. Et donc la mission a été abandonnée, avec 2 des avions du Kampfgeschwader sont abattus par les défenses. La brume était en fait un écran de fumée installé au-dessus du port, comme les Allemands l'avaient fait autour du Tirpitz en Norvège, déclenché dès la détection des raiders allemands au radar. La fumée avait épaissi à cause du retard des largueurs de fusées éclairantes. La prochaine grande idée était d'équiper une Fritz X d'un dispositif de guidage, qui dirigerait alors automatiquement la bombe vers une source de signaux radio puissants. Le but était de les employer contre les balises radio alliées guidant les bombardiers au-dessus de l'Allemagne la nuit. Cependant, le débarquement du jour J a eu lieu avant le déploiement opérationnel de cette version de la Fritz X. Et à l'été 1944, le besoin plus urgent de soutien aérien tactique, ainsi qu'une crise croissante du carburant, ont conduit à la dissolution du KG-1 et avec lui, l'utilisation opérationnelle de la Fritz X a pris fin. Plusieurs variantes ont été développées avant l'arrêt de la production, visant surtout à améliorer l'aérodynamisme grâce à des surfaces de contrôle plus robustes. Cela permettrait des largages à des altitudes encore plus élevées et sûres, avec les dernières versions prototypes du Fritz X étant considérablement plus lourdes, et théoriquement capables d'être larguées à des vitesses avoisinant ou peut-être légèrement supérieures à Mach 1, tout en restant contrôlables. Mais il ne semble pas que ces variantes tardives aient été utilisées opérationnellement. Ainsi se sont achevées les carrières des 2 principales armes allemandes anti-navires guidées lancées depuis les airs. Elles ont laissé 2 héritages majeurs. Comme beaucoup de projets allemands, ils ont été récupérés et analysés par les Alliés après la guerre pour voir s'ils apportèrent des nouveautés face à leur propre programme de bombes et missiles guidés au début de la guerre froide. Et deuxièmement, il y a eu un long débat qui se poursuit encore dans certains cercles sur l'arme précise qui a touché chaque navire, surtout pendant les campagnes de Sicile et d'Italie, où le Fritz X et le HS 293 étaient utilisés abondamment en même temps. Et certains navires que l'on pensait traditionnellement avoir été touchés par l'un se sont avérés plus tard avoir été touchés par l'autre. Le HMS Spartan, par exemple, a longtemps été considéré comme une victime du Fritz X, mais les recherches les plus récentes semblent maintenant montrer qu'il a en réalité été touché par un HS 293. C'est tout pour maintenant. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des suggestions de navires à examiner, dites-le nous en commentaire. Commentez la publication épinglée pour les questions de cale sèche.